Bonjour à tous et bienvenue au Hall of Shame. On se retrouve pour un nouveau podcast de la bibliothèque. Aujourd'hui, on va faire un autre portrait d'un joueur des années 60-70, ou plutôt d'une figure du basket de l'époque. Donc quand on parle du GOAT, The Greatest of All Time, on pense généralement à Michael Jordan pour la majorité des gens, mais à Kareem Abdul-Jabbar ou LeBron James pour d'autres. C'est un terme qui revient de plus en plus actuellement et qui alimente les débats, mais il faut savoir qu'à la base, le surnom de The GOAT ne désignait aucun de ces trois joueurs-là, mais un joueur plus ancien qui n'est jamais allé en NBA, Earl Manigault. C'est un gamin de Harlem qui aura marqué sa génération au point d'être surnommé The GOAT par tous ses contemporains et de nombreux joueurs NBA de l'époque, dont un certain Kareem Abdul-Jabbar. On va s'intéresser de plus près à lui aujourd'hui. Donc, Earl Manigault est né à Charleston, en Caroline du Sud, en 1944. Il déménage très jeune et part vivre à Harlem toute son enfance. C'est un pur gamin new-yorkais qui grandit avec un ballon dans les mains. Comme très souvent dans la communauté noire de Harlem de l'époque, il vit dans un milieu très pauvre, dans une situation monoparentale, où le basket est son seul échappatoire. Situation trop courante pour l'époque. Dès tout jeune, il est mordu par le jeu et rêve de dunk. C'est alors que, durant toute son adolescence, il passe son temps avec des poids aux chevilles toute la journée et même en cours. Et une fois les cours finis, il est le premier sur les playgrounds pour aller shooter et s'entraîner, et pour faire des 3 contre 3 ou des 5 contre 5, avec ou sans public. Il commence à se faire un nom dès le lycée. D'abord sur les terrains en extérieur, de Upper East Side de New York. Notamment sur un terrain en particulier, un certain Rucker Park, qu'on retrouvera un peu après et qui deviendra rapidement le terrain le plus connu du monde. Il joue et domine de nombreux adversaires qui finiront en NBA, des certains Willie Reed, Cowens ou encore un certain Kareem Abdul-Jabbar, à l'époque appelé Lew Alcindor. Kareem déclarera même que Earl Manigault est le meilleur joueur qu'il ait affronté dans sa carrière. Earl est un petit arrière, scoreur et explosif, très spectaculaire. Il n'hésite pas à dunker à tout va, notamment sur les pivots qui jouent face à lui. En somme, c'est un arrière moderne dont le jeu se rapproche beaucoup des arrières et des meneurs du début des années 2000. Il va alors au lycée Benjamin Franklin à New York et est un énorme joueur. Il participe à la Public School Athletic League, c'est-à-dire la ligue des écoles publiques de New York, et il domine très largement ses adversaires. Sur ses plusieurs années passées là-bas, il tournera à 24 points et 11 rebonds, et plantera même 57 points au cours d'un match à la fin des années 50, à seulement 16 ans. C'est dans ce lycée qu'il y gagnera le surnom de The GOAT. Il y a plusieurs origines possibles à ce surnom. Certains disent que c'est un de ses professeurs qui n'arrivait pas à prononcer son nom et qui le prononçait Manigault. D'autres disent que dès cette époque-là, il était surnommé The Greatest of All Time et qu'en prenant la première lettre de chacun de ces mots, on obtenait le terme GOAT, qui rimait particulièrement bien avec son nom de famille. Il qualifie donc son équipe en finale du championnat de New York, mais sera suspendu pour usage et détention de cannabis. Il est viré du lycée public et finira sa dernière année du lycée en Caroline du Nord pour s'éloigner de mauvais entourages, notamment de gangs de New York, du quartier d'Harlem. Cette dernière année, il tournera à 31 points et 13 rebonds et se calmera pas mal au sein d'une école privée. Il reçoit plein d'invitations pour l'université, notamment de très grosses universités comme Duke, comme Kentucky, comme North Carolina, mais décidera de rejoindre l'université de Caroline du Nord de Johnson C. Smith University. Il y tiendra moins d'un semestre. En effet, son jeu est trop strict pour son coach de l'époque, il est ingérable, se dispute énormément avec lui ou ses coéquipiers, et de plus ses résultats scolaires sont catastrophiques. Il ne valide pas le semestre et quittera très vite la Caroline du Nord pour retourner à Harlem. Là-bas, il passera son temps à jouer au basket. Il passera de petit boulot en petit boulot pour payer les factures, et passera énormément de son temps à traîner avec les gangs de Harlem. Il continuera de fumer, puis petit à petit passera sur des drogues plus dures, comme l'héroïne. Pour financer l'héroïne, il pratique notamment pas mal de petites combines ou des paris sur le basket, sur le fait de dunker un grand nombre de fois, ou alors sur des matchs en 3 contre 3 ou 5 contre 5 sur lesquels il parie pour lui-même. Mais il devient de moins en moins bon. En effet, sa consommation d'héroïne explose et contrairement au cannabis, c'est une drogue qu'il est très difficile de supporter tout en continuant de faire du sport. Il raconte qu'il ira même jusqu'à dépenser $100 par jour à une époque pour pouvoir se payer sa dose.
En raison des drug laws mis en place en 61, qui sont très durs envers les consommateurs d'héroïne et donc la communauté noire particulièrement consommatrice comparée aux autres communautés, il finit par se faire arrêter en 69 et passera près de 2 ans en prison. Il sort fin 70 à 25 ans. Souhaitant toujours devenir joueur pro mais ayant raté l'université, il se fait malgré tout tester en ABA par les Utah Stars, mais son niveau n'est plus le même qu'avant, ayant énormément perdu de ses qualités athlétiques. Le basket est déjà derrière lui à ce moment-là. Pourtant, il est déjà une énorme star au sein de la communauté afro-américaine et de la communauté de basket aux États-Unis, notamment à New York. Les Harlem Globetrotters lui proposeront d'intégrer l'équipe, mais il refuse pour créer le GOAT Tournament. C'est un tournoi de street organisé au sein de la communauté de Harlem, qui verra notamment éclore des joueurs comme Bernard King. Il travaille à côté en tant que repenti auprès de la communauté pour expliquer les méfaits de la drogue. Mais petit à petit replongera dedans en recôtoyant le même entourage nocif. En 1977, il tente d'organiser un casse pour pouvoir se payer sa dose de drogue, commençant à être en mal d'argent. Il se fait arrêter avant le casse et fera 2 ans de plus de prison. Il sort de prison dans le Bronx en 1979 et décide de quitter la folie de New York pour retourner à Charleston, sa ville natale. Il souhaite donc s'éloigner de la drogue et des gangs. Là-bas, il cherche à élever ses 2 enfants qu'il a eus seul, sans femme, loin de la drogue. Mais il revient en 1980 pour créer le Walk Away from Drug Tournament, un tournoi qui cherche à sensibiliser les jeunes au sujet des dangers de la drogue, du cannabis et de l'héroïne. Il vit en peignant des façades et passe de petit boulot en petit boulot chez les gens, mais tourne encore énormément autour du Rucker Park. Il va vraiment concentrer sa vie à partir de ce moment-là autour du basket. Il va passer énormément de temps au Rucker, mais si son niveau n'est plus le même qu'avant et qu'il commence à ne plus trop jouer, il passe son temps à conseiller les jeunes, à coacher les matchs de 5 contre 5 de façon officieuse, à prendre certains joueurs sous son aile et à tout faire pour les éloigner des dangers de la drogue. Ce sera ce qu'il continuera à faire jusqu'à la fin de sa vie, 7 ans plus tard. En effet, il commence à développer petit à petit des problèmes cardiaques, sera hospitalisé quelques fois, mais finit par mourir en 1987 à seulement 43 ans, d'une crise cardiaque. Donc, beaucoup plus intéressant que sa carrière manquée, c'est son image et sa légende qui nous intéressent ici et que je trouve beaucoup plus intéressant à vous raconter. En effet, il y a énormément de légendes à son sujet. Il a connu pourtant une trajectoire comme des milliers de gamins à Harlem et des millions de gamins dans le monde. C'est un scénario malheureusement trop classique d'un film de Scorsese, de grandeur et de décadence d'un gamin adulé trop vite, car trop talentueux, et qui finit par plonger dans la drogue et par en souffrir énormément. Il y a vraiment cette symbolique de la pauvreté et de l'héroïne qui ronge l'Amérique, et notamment l'Amérique noire dans les années 60 et 70. Il est vraiment ce schéma classique de l'enfant pauvre qui finira par plonger dans la drogue et faire des peines de prison. On peut se demander pourquoi lui, en particulier, par rapport aux autres, est vraiment sorti et est devenu une idole et une légende. Donc déjà, son surnom The Goat a plusieurs origines qu'on a du mal à expliquer. Donc soit la chèvre, et par rapport à son nom de famille, mais c'est aussi, pour beaucoup de gens, ce surnom est resté après coup, en raison de sa signification The Greatest of All Time, le meilleur joueur de tous les temps. Donc quand on voit des personnalités du basket aussi importantes que Kareem Abdul-Jabbar dire que ce n'est pas Michael Jordan le meilleur joueur qu'ils ont vu, mais Earl, le meilleur joueur qu'ils ont vu et affronté, ça veut quand même en dire beaucoup sur leur niveau de jeu. Dans le New York Times, Earl Manigault sera même cité en disant « Pour chaque Michael Jordan, il y a un Earl Manigault. On ne peut pas tous le faire, quelqu'un doit chuter. Et j'étais celui-là. » Donc il y a vraiment cette idée de mythe ultime, un peu une sorte d'Icare qui essaye de s'approcher du soleil et s'y brûle, qui rappelle notamment qu'il n'y a pas que des success stories dans le monde du basket et dans le monde du sport américain. Donc on peut penser à Len Bias ou beaucoup d'autres mauvaises histoires de joueurs qui finissent par plonger, mais celle de Earl est vraiment une des plus marquantes et une des plus importantes au sein des histoires de playground américain, et une de celles qui s'est finie le plus tôt. Mais ce mythe, il est pas juste autour de simplement son niveau de jeu, il est vraiment sur ses exploits individuels, sur ce qu'il a pu faire. À Harlem, notamment de nos jours, on entend encore régulièrement sur les playgrounds des gens dire « You goat that dunk ». Le verbe « goat » est rentré dans le vocabulaire courant de ceux qui jouent au basket pour parler d'un dunk exceptionnel, d'un dunk vraiment impressionnant. Quand vous faites un dunk en alley-oop sur la planche ou des choses comme ça. Et si on parle de GOAT pour ce type de dunk, c'est parce que déjà, d'abord, il avait une détente exceptionnelle.
D'après les différents récits qui ont été rapportés, il faisait entre 1m80 et 85-86, et on dit qu'il avait 50 pouces de détente, soit 1m27. Ce qui est une détente absolument énorme pour l'époque, et qui, même maintenant, au sein des sportifs pros totalement entraînés à ça, reste quelque chose d'absolument exceptionnel. Il est aussi quelqu'un qui a totalement révolutionné le dunk. Selon les dires de l'époque, il a popularisé le 360 comme étant quelque chose de classique, étant même capable de le faire en match. De plus, il aurait créé le tomahawk dunk, ce dunk qui consiste à fracasser l'anneau avec un mouvement de bras un peu comme si on tenait une hache et qu'on frappait violemment sur une bûche. On dit pas mal de choses à son sujet. On dit qu'il a notamment passé un 720 un jour, un dunk en faisant 2 tours sur lui-même, et qu'il a créé le double dunk, c'est-à-dire un dunk où il passait le ballon dans le cercle 2 fois avant de s'accrocher, ce qui montrait une détente absolument énorme. Il y a beaucoup d'histoires aussi au sujet de paris qu'il a fait pour gagner de l'argent avec des petites combines, se basant sur ses énormes qualités insoupçonnées et inégalées. Par exemple, on raconte qu'il a dunké 38 dunks de suite, ou 36, suivant l'anecdote et les personnes qui racontent, pour gagner $60. De même, il sera allé chercher une pièce posée sur le dessus de la planche, donc à près de 4 mètres de haut, en sautant des temps de sèche sans s'accrocher à la planche. Donc les histoires diffèrent, de temps en temps c'est une pièce, de temps en temps c'est un billet, mais l'idée reste la même d'un dunker fou, d'un joueur avec une détente absolument exceptionnelle, spécialement pour sa taille. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces histoires justement diffèrent de la personne qui raconte. C'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais m'attarder, et c'est pour ça que je voulais vous parler spécialement de ce joueur. C'est que ici on retrouve vraiment la tradition du mythe oral, du conte ou de la comptine avec le conteur, et de comment on raconte le basket, qui a énormément évolué avec le temps. Pour moi, The GOAT, Earl, c'est vraiment un joueur qui est un héros, un mythe, au sens premier du terme. Il a ce côté légendaire au sens mythologique en fait. Si tout à l'heure je parlais du mythe d'Icare, c'était pas pour rien, c'était pour souligner ce côté mythologique de quand on raconte les exploits du GOAT au Rucker et à Harlem en général. La figure de Earl Money GOAT, elle contient vraiment le triptyque du héros contemporain. Il a d'abord un talent énorme pour ce qui l'a rendu connu, donc le basket, un charisme qui le distingue totalement des autres, et un what if dans une mort tôt ou une fin de carrière prématurée, etc., qui va se faire poser des questions à alimenter le fantasme. C'est vraiment ce triptyque qu'on va retrouver dans un peu tous les personnes qui ont été mystifiées dans le monde contemporain. Donc ici, je pense à des personnes comme Marilyn Monroe, James Dean ou même Arthur Rimbaud. À chaque fois, des personnalités mortes assez tôt, qui n'ont pas vécu dans le temps et qui ont fait qu'on a mystifié leur image avec ce charisme et ce talent dans leur domaine. C'est là où la magie opère et arrive. On ne parle jamais des exploits de Earl au lycée, mais toujours sur les playgrounds. Toutes ces anecdotes sont donc des anecdotes non filmées, non vérifiables et non chiffrées. Donc en plus, on arrive vraiment dans une époque où la NBA commence à vraiment être visible. Tous les matchs commencent à être filmés dans les fin des années 60 et dans les années 70, même s'ils ne sont pas forcément diffusés en direct. Il y a des journalistes après chaque match qui racontent les matchs, et on a vraiment les box scores qui débarquent de façon automatique et visible pour tout le monde, avec même l'arrivée du contre et des interceptions dans les box scores. Donc la NBA et le sport co devient vraiment l'endroit roi pour les stats, et on ne mesure plus les exploits juste en les racontant, on se met à les mesurer de façon quantitative. Là où sur les playgrounds, on continue de rester sur du qualitatif, sur les impressions laissées, sur les exploits, vraiment sur quelque chose qu'on raconte. Et qu'on raconte de façon orale, donc il va évoluer au fur et à mesure qu'on le raconte de personne en personne. De plus, souvent, Earl était un joueur qui traînait au Rucker Park, qui a traîné pendant des années, donc des années 50 jusqu'à sa mort en 79, que ce soit comme joueur ou comme personne qui tournait autour, ce qui a énormément aidé à alimenter sa réputation. Il a rencontré énormément de stars, donc en passant de Kareem Abdul-Jabbar jusqu'à Bernard King. Et rapidement, tous les gens à Harlem, tous les gens qui font du basket dans cette communauté afro-américaine qui après inondera totalement la NBA, connaît quelqu'un qui le connaît ou qui l'a rencontré. Donc assez rapidement, on raconte l'histoire de bouche à bouche et on l'embellit, de façon volontaire ou non d'ailleurs.
Donc il y a plein de choses comme ça qui reviennent après sur le devant de la scène et qui sont intéressantes. Par exemple, le fameux double dunk qui a été narré dans tous les sens, qui est devenu le titre de film racontant la biographie de The GOAT. Récemment, plusieurs personnes ont dit qu'en fait, il ne l'avait sans doute jamais fait, ou il ne l'avait jamais fait de façon plus ou moins catégorique. Comme le pari de la pièce ou du billet posé sur le haut de la planche, ça fait partie de ces légendes urbaines qui n'ont jamais été prouvées, qui n'ont jamais été filmées, et dont énormément de personnes, dont ses proches, doutent. De la même façon, lorsqu'on parle de sa taille, on n'a pas un chiffre exact, et comme ça détente qu'on dit avoir mesuré à exactement 50 pouces. Quand on dit 1m27, ça paraît pour nous plus mesuré, mais 50 pouces, c'était plus pour souligner qu'il avait une détente énorme et essayer d'en rajouter. Donc, en plus, après les années 60, c'est vraiment les dernières années avec Wilt Chamberlain où les joueurs ne sont plus commencent enfin à être scrutés par les journalistes tout le temps. C'est la fin vraiment des rumeurs sur les exploits des sportifs pros et c'est vraiment les tout derniers sportifs pros où on va raconter un peu la légende après. Wilt Chamberlain, il y a par exemple beaucoup de trucs où on disait à la salle il était capable de soulever telle masse ou il était capable de courir le 100 mètres en tel temps. Énormément de choses qui ont été rapportées alors qu'elles n'ont pas été prouvées à l'époque, et c'est quelque chose qui disparaît vraiment au moment de l'histoire de Earl et de ces joueurs-là. Après, on commence vraiment à avoir tellement d'entraîneurs, de gens, de journalistes qui sont là tout le temps, qu'il n'y a plus ces exploits qui nous font fantasmer. Et le dernier endroit où il y a encore ces exploits, ce sont les playgrounds, les terrains de streetball. Et encore, on arrive à ce moment-là vers la fin parce qu'ils commencent à devenir tellement populaires qu'ils sont filmés, que des journalistes viennent voir les tournois au Rucker Parks ou The GOAT Tournament par exemple. Donc bien sûr, quand je dis ça, je ne cherche pas du tout à diminuer les exploits de Earl Manigault. Ça reste un joueur exceptionnel d'après les dires de tout le monde, et si certaines choses ont été embellies, ça n'empêche pas qu'il a totalement dominé tous ses adversaires et que tout le monde en arrive à répéter les mêmes choses sur son énorme niveau. Mais on a vraiment une mystification du personnage, le fait de le transformer en héros, en vraie légende, vraiment cette mythologie qui est créée, qui fait fantasmer, et c'est quelque chose qui disparaît totalement dans le sport pro maintenant. En effet, au début, donc à l'époque des Harlem Globetrotters, puis des Boston Celtics ou des Minneapolis Lakers, il y a une mystification de ce qui se passe sur le terrain, vu que la majorité des matchs ne sont même pas filmés. Petit à petit, les matchs commencent à être filmés et diffusés en direct, et on voit notamment à l'époque de Michael Jordan, il y a encore une mystification du personnage dès qu'il quitte le terrain. Quand il est sur le terrain, il devient finalement plus humain, mais en dehors, comme on n'a aucune image, on ne sait pas ce qui se passe, et les gens qui le croisent n'ont aucune preuve de dire qu'il était là, il y a cette mystification qui se fait à cet endroit-là, cette déshumanisation. Donc Michael Jordan, par exemple, les jeux, les problèmes d'addiction aux jeux à Atlantic City, les cigares, etc. Et maintenant, c'est quelque chose qui, avec les réseaux sociaux, la multiplication des moyens de photos ou de vidéos, a totalement disparu. Donc au final, maintenant, les joueurs, on les voit dans leur vie de tous les jours, et finalement, ils sont rendus beaucoup plus humains, et donc moins héroïques au sens premier du terme, au sens héros classique de notre société. Les anecdotes sont en effet de plus en plus vérifiables, c'est plus possible d'embellir les anecdotes parce que rapidement, elles vont pouvoir être contredites. Donc il y a toujours, mais malgré tout, il y a toujours cette recherche de l'anecdote croustillante en plus. Par exemple, il y a quelques jours, je lisais des anecdotes sur LeBron James et sa faculté à se souvenir de tous les systèmes de ses adversaires, et c'est quelque chose que les journalistes cherchent encore à raconter. On cherche encore ces on-dit qui existent de moins en moins car beaucoup trop vérifiables. Et donc à l'époque de Earl, c'est vraiment ces derniers joueurs où l'intégralité de leur legacy, de ce qu'ils ont laissé derrière eux, se base sur ces on-dit. Tous les exploits, au final, se basent sur cette tradition orale et sur cette confiance qu'on a dans le témoignage des gens qui nous le racontent. C'est pour ça que, à mes yeux, cette époque et ces joueurs, à travers le temps, nous attirent plus. Ils ont vraiment ce côté mythologique, ce côté héros à l'ancienne, qui petit à petit disparaît au profil de joueurs plus humains. Donc avec les bons et les mauvais côtés que ça comporte, bien sûr. Donc voilà, pour conclure, on peut vraiment souligner le fait que Earl est une de ces légendes qui n'a jamais été pro, de ces rares légendes à avoir tutoyé les sommets sans n'être jamais passé par les cases ABA ou NBA, voire vraiment universitaires. C'est vraiment ces histoires de grandeur et de décadence dont raffolent les Américains. Le personnage, bien sûr, est fascinant. Je vous invite à regarder le film documentaire Double Dunk à son sujet.
Et son impact sur le basket américain est vraiment réel, que ça soit sur l'arrivée du streetball en NBA, l'influence sur les jeunes des quartiers défavorisés pour aller jouer au basket et l'émergence de plus en plus de ces jeunes-là des quartiers noirs qui sont arrivés petit à petit en NBA, une ligue qui était beaucoup plus faite de joueurs blancs au profil académique. De plus, il est vraiment le précurseur vraiment très en avance de l'esprit playground qui est arrivé ensuite dans les années 90 avec des Rafer Alston, avec des Steph Marbury et des Allen Iverson. Et il est vraiment un des tout premiers arrières explosifs avec des mollets en feu qui étaient capables de monter au dunk sur absolument tout le monde. Ces arrières hyper athlétiques qu'on a retrouvés dans tout le début des années 2000 jusqu'à Dwayne Wade par exemple. Il est vraiment passé à la postérité et c'est un basketteur héroïque, c'est vraiment une figure majeure du basket, plus parce qu'il représente que parce qu'il a accompli. Donc voilà, si vous avez aimé ce nouveau podcast et cette nouvelle histoire de joueurs des années 60-70, n'hésitez pas à liker le podcast, à le commenter, à donner votre avis et bien sûr à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We're talking about